Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. À nous les Congos aux vrais Congolais, c'est votre plateau spécial ici sur Communication Plus et aussi sur 10e rue Télévision et plus de 14 chaînes qui nous prend en relais. On vous avait annoncé ces grands plateaux avec les têtes bien faites de la République. Sur ces plateaux, je suis avec le PCA Christopher Ngoy. Il est président, coordonnateur de la société civile du Congo. Il est ici avec nous, monsieur le coordonnateur, soyez le bienvenu. Merci, bonsoir. Et bonsoir, je précise que vous êtes le PCA de Savam. Et de l'autre côté, nous avons la présence d'une tête bien faite de la nation, l'espoir de la jeunesse. Lui s'appelle Maître Justin Mwangi. Il est porte-parole de l'Alliance pour les changements au parti de Jean-Marc Kabound. Soyez le bienvenu, monsieur Justin Mwangi. Merci Delphin, merci pour l'invitation. J'aimerais apporter une petite précision. J'étais porte-parole auparavant et actuellement j'occupe la fonction de conseiller national du parti. Ok, merci Maître Gisela Mwangi. Il y aurait également la présence du sénateur Afani Idrissa Mangala. Il est également au cadre de l'UDPS, il va faire son entrée. Et aussi, si tout va bien, il y aura la présence de Francis Kalombo, sinon on peut le prendre en direct parce qu'il est bloqué dans les embouteillages. Mais cela ne nous empêche pas de commencer notre émission. Nous sommes à Kinshasa, les réalités de la ville sont telles. Alors, je préfère commencer à donner la parole plutôt au coordonnateur de la société civile du Congo. Il y a une thématique, la thématique d'aujourd'hui. Quelle est l'approche pour une paix durable? Il faut privilégier le dialogue, la diplomatie ou la guerre directe avec le Rwanda, parce que la situation de l'Est continue toujours à déranger le Congolais. Monsieur le coordonnateur, d'entrée des jeux, pensez-vous que la question de l'Est est provoquée par le régime Kabila ou le régime Tshisekedi, ou la question c'est depuis l'indépendance? Bon, c'est une question très complexe. Moi, je pense que la situation de l'Est, la guerre de l'Est, au regard du temps et de la résurgence, c'est une guerre qui remonte à plus de 30 ans. Et il y a eu des acteurs. Et aujourd'hui, les masques sont tombés. Le commun de Congolais sait maintenant où comprend les tenants et les aboutissants de cette guerre. D'abord, c'est une guerre économique. Une guerre économique
Il y a les multinationales qui cherchent les matières rares qui sont sur notre sol et ils instrumentalisent certains de nos voisins qui, eux aussi, complètement démunis, cherchent à piller la RDC pour se retrouver. Également, il y a des filbitiers de tous bords qui, lorsque c'est comme des charognards, lorsqu'il y a une charogne quelque part, bon, ils s'apprêtent aussi à venir se servir. Et tout cela est connu maintenant. C'est connu. Et ça s'est fait au détriment du peuple. Tout cela est fait avec la bénédiction de certaines puissances qui se sont laissées berner ou distraire, ou oui, berner tout simplement par le discours de Kagame, qui se victimisait par rapport au génocide que le pays a connu, et il a instrumentalisé ce génocide, et bon, la communauté internationale s'est servée de ça pour ne pas ouvrir l'œil, pour ne pas sévir, pour ne pas rétablir le Congo dans la justice. Voilà, c'est tout cela mis ensemble qui fait que cette guerre a trop duré, c'est tout cela mis ensemble qui fait que pour pouvoir la terminer, il faut d'abord bien la circonscrire et établir une résultante, c'est-à-dire en tenant compte de tout ce qui a été fait par le passé et des résultats qui ont été obtenus, bons ou mauvais, et que maintenant, tout cela étant connu, il faut tirer la résultante. Et de cette résultante, moi je pense que pour finir la guerre, il faut faire la guerre. Pour finir la guerre, il faut faire la guerre. Vous avez déjà anticipé la troisième question. Mais Maître Ghislain Mwangi, à qui profite la guerre en République démocratique du Congo? Vous avez suivi le coordonnateur de la société civile qui dit que les causes sont tellement très lointaines. À qui profite cette guerre en République démocratique? Merci. J'aimerais bien rentrer dans ce que venait de dire le coordonnateur, parce que je suis d'une génération de ceux qui se posent la question que vous avez engagée ici, les origines, les causes de cette guerre, et surtout de ceux qui veulent vraiment comprendre à qui profite cette guerre, cette instabilité devenue chronique pour notre pays. Et par rapport à cela, le coordonnateur a évoqué des causes que je considère jusqu'à présent comme étant des causes exogènes, qui sont donc qui émanent de l'extérieur de notre pays par rapport à tout ce qui est de la volonté des puissances, des États, tout comme des entités économiques internationales, des multinationales. Et il s'est limité là, mais il a manqué à préciser ce que moi je voudrais qu'on précise avant d'évoquer à qui profite. Parce que là, démontre clairement que la guerre profite évidemment à ceux qui ont pensé comment la mettre en scène pendant 3 décennies, mais aussi la guerre profite à certains de ceux qui ne veulent pas assumer une responsabilité. De manière directe ou indirecte, la guerre profite aussi à certains de nos compatriotes. Et c'est là m'en va donc aborder les causes endogènes, donc les causes qui viennent de chez nous. Lorsque vous analysez la classe politique congolaise, depuis la période post-indépendance, la Deuxième République, la Troisième République, et aujourd'hui, avec les deux régimes qui sont issus d'un processus que nous avons voulu démocratique électoral, on réalise que nous avons une responsabilité. Elle est à la fois passive, mais par moments, elle est aussi active. Parce que parmi les acteurs de la guerre, de l'instabilité, on cite des Congolais. Mouzé Kabila, Corneille Nangaa, et tant d'autres Congolais qui sont cités dans la belligérance depuis des années, ce sont aussi des Congolais. Mais comme l'a dit le coordonnateur, je converge.
ce sont de multinationales. Ce sont des nations prédatrices, des puissances prédatrices qui ont réalisé que depuis la période post-indépendance, le Congolais que nous nous sommes voués à des actions très peu pensées et moins donc constructrices, notamment la zérénisation, le pillage. Nous avons fissuré notre classe politique à tel point qu'on a pailli des acteurs qui ont pensé comment nous apporter des solutions dans le sens de construire un État capable de repousser toutes les velléités extérieures, qu'elles soient des multinationales ou de tout autre pays voisin. Figurez-vous que nous sommes un pays avec 9 voisins et qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec quelques voisins, surtout ceux de la partie Est, qui ont la facilité de pénétrer à chaque période nos frontières, de prendre le contrôle des territoires, des provinces, d'installer une administration parallèle, d'amener une armée. Et malheureusement, ce ne sont plus que des États, ce sont des organisations sous-régionales, avec le cas de l'EAC récemment, qui aujourd'hui participent à l'instauration de l'insécurité et au pillage systémique que nous continuons à vivre. Et donc, cela relève donc de notre incapacité à pouvoir construire un État. Et aujourd'hui, avec ce que nous avons vécu pendant ces 6 dernières années, nous observons la déliquescence de l'État qu'on avait même, qui était déjà un État boiteux avec la période de Joseph Kabila. Il fallait refonder un État qui sortait de la guerre qui nous a amenés vers la transition. Et le choix du peuple congolais de s'engager dans un processus démocratique qui avait mis fin à la belligérance de ceux qui avaient divisé le pays, s'est retrouvé donc avec le deux mandats de Joseph Kabila dans une forme de refonte de l'État, mais avec beaucoup de difficultés. Mais avec les 6 dernières années, donc après l'alternance de 2018, nous pouvons reconnaître que le pays a encore suffisamment reculé et c'est de l'irresponsabilité de la classe politique. C'est donc parmi ceux-là qui sont irresponsables qu'on peut aussi trouver d'autres bénéficiaires de la guerre. Donc j'aimerais d'abord m'arrêter là par rapport à la première question pour dire que nous ne sommes pas qui nous sommes. Nous sommes aussi coupables. Un mea culpa à notre niveau, un mea culpa générationnel. Donc je vois donc le coordonnateur en face de moi et de toute la classe politique devrait d'abord être assumé avant que nous puissions donc penser à faire la guerre d'une manière ou d'une autre pour terminer la guerre. Merci, Maître Jocelyn Mwangi, conseiller de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Abounda. Alors, monsieur le coordonnateur, est-ce cette guerre, si elle s'est amplifiée aujourd'hui, en écoutant Maître Jocelyn, ces 6 dernières années, pensez-vous que c'est de l'irresponsabilité du régime Tshisekedi qui a fait qu'aujourd'hui, nous puissions arriver là où nous sommes? Oui, j'apprécie, c'est que Maître Gislain. Maître Gislain, j'apprécie ce qu'il dit. Oui, lorsque je parlais des charognards, de tous bords, je vois la responsabilité interne. Mais je n'ai pas voulu m'attarder là-dessus parce que lorsque nous sommes dans un contexte d'agression, c'est-à-dire l'offensive ou l'affront vient de l'extérieur, et qu'en interne, il y a des irresponsables qui se contentent tout simplement de tirer quelques miettes, de satisfaire leurs besoins du reste primaire, tout en ignorant le reste. C'est une irresponsabilité, ça c'est connu. Et si je voudrais m'étendre là-dessus, moi je dirais qu'il y a un problème de manque de formation culturelle des acteurs politiques. Les gens viennent en politique, chacun avec son bagage, ici par exemple de l'université, et puis il vient, il entre en politique, il croit tout savoir, d'autres peut-être sans bagage, ils viennent s'hasarder en politique avec des humeurs tout simplement. Et cela impacte sur la responsabilité, la manière dont ils appréhendent ce que c'est l'État. Et l'État en pâtit. Les institutions ne sont pas performantes.
de par la mauvaise qualité de ceux qui les animent. Et également, il faut tenir compte de la perfidie. Parce qu'aujourd'hui, on peut beau étudier. Mais si foncièrement ou bien par essence, on est quelqu'un de mauvais, et on va utiliser cette science-là, apprise, pour faire du mal. Moi, je vois, j'attribue cela à la culture. Hein, parce que vous voyez, la culture congolaise, donc chacun, même à partir du néant, il veut accumuler des richesses. Et puis, chacun, donc les Congolais considèrent que le fait d'avoir beaucoup d'argent, c'est être élevé dans la société. Et la plupart aussi des membres de notre société vouent une admiration à ceux qui se distinguent par l'opulence et tout ça. On les appelle prêtres. Et il y a des prêtres même en politique. Des gens, une fois qu'ils assument une responsabilité publique, le premier réflexe, c'est de prendre l'argent, le plus d'argent possible. Et vous entendez, lorsque les militaires chantent, vous entendez les mabangas. Hein, c'est un coup d'argent. Les gens pensent que si on vous lance comme ça, donc vous êtes quelqu'un de très important dans la société. C'est ainsi qu'ils cassent l'argent pour ça. Alors si nous avons une classe politique rompue à ce genre de pratiques, cela dénote tout simplement du manque de culture et au manque de formation culturelle de nos dirigeants. Et c'est ainsi que très souvent, ils sont enclins ou ils sont prédisposés à se faire instrumentaliser par ceux qui ont des visées sur notre pays. Et c'est pourquoi on les recrute. On trouve quelqu'un qui était président d'une institution d'appui à la démocratie, comme Nanga Corneille. On le trouve chef de guerre. Il devient seigneur de guerre. Oui. Mais une question directe, j'aimerais que vous puissiez rencontrer, c'est ce qu'il a dit, il n'est pas totalement d'accord par rapport à ce que vous avez dit, faire la guerre directe. Est-ce la RDC est suffisamment outillée présentement pour faire la guerre? Est-ce que nous avons un leadership affirmé à la tête de notre armée pour aller affronter tous ces gens-là? Il semble qu'il y a encore de pépins. Bon, moi, je peux vous garantir que la RDC est mieux outillée pour faire la guerre. Malheureusement, on a été désactivé. Et au niveau de la chaîne de commandement, on a été infiltré. Ça, c'est indéniable. C'est ce qui fait que, bon, parce que le plus important pour une armée, c'est quoi? C'est d'avoir des hommes courageux au niveau de la troupe. Nous avons vu des jeunes qui ont bravé et qui sont morts armes à la main, à Goma. Ils ont refusé de déposer des armes. Et ça, ce sont des signes importants pour une armée. Nous avons également une donne incommensurable, les Wazalendo, qui avaient toujours été classifiés comme étant des forces négatives, mis tous dans le même sac. Mais depuis lors, nous avions plaidé pour qu'on fasse le distinguo entre les forces négatives et les compatriotes qui se battent pour l'intérêt du pays. Et dès que, au niveau du gouvernement, Dieu merci, ils ont pu trouver une porte ouverte, le président de la République, bien qu'un peu tardivement, il est parvenu à agréer cette option en créant la force de réserve, que sont les Wazalendo d'aujourd'hui. Qu'on monte, qu'on descende, c'est une donne qui fait très mal à l'agresseur et qui est incontournable. Et c'est pourquoi je dis notre armée a les atouts et la capacité donc, si de pouvoir bien, faire la guerre et la gagner. Le Wazalendo sous le régime Tshisekedi, c'est une valeur ajoutée. Oui, c'est une valeur ajoutée, incommensurable. Merci. Alors, Maître Juscelin Mwangi, vous avez... C'est question seulement d'opérer certains réglages au niveau de la chaîne de commandement. Et ça, là, j'ai toujours proposé que nous ayons, sans nous voiler la face, qu'on écarte tous ceux qui sont issus de brassage, mixage et tout ça,
qui se sont vus, je ne sais pas par quel miracle, confier des responsabilités très élevées au niveau de la chaîne de commandement. Et c'est ces gens-là, une fois au fond, ils désactivent la troupe, ils décrochent. Et pas plus tard qu'hier ou avant-hier, il y a encore qui ont décroché. Merci. Donc, il suffit de ces réajustements-là. Mais quant à l'ensemble de la troupe, je crois qu'elle est bandée pour faire la guerre. Merci. Alors, Maître Jocelyn Mwangi, vous avez dit ici, avant 6 ans, il y avait des problèmes, mais sous le régime Tshisekedi, vous avez constaté une détérioration. Pensez-vous qu'il y a manque d'un leadership affirmé pour pousser les troupes à aller de l'avant et aussi remporter la guerre? Premièrement, je voudrais ici éclairer parce que à vous entendre, j'aurais chargé uniquement les 6 années Tshisekedi. J'ai aussi évoqué toute la période post-indépendance, la Deuxième République, la Troisième République. J'ai en même temps martelé sur l'irresponsabilité de la classe politique, la classe dirigeante congolaise. Et donc, je ne vais pas faire une analyse qui va carrément charger le régime Tshisekedi, même si je suis aujourd'hui dans l'opposition contre ces régimes, je reste congolais, je parle de l'histoire de mon pays, et en même temps je parle de l'actualité présente, la situation présente de mon pays. Alors, ici, j'aimerais remarquer que le coordonnateur Christopher n'a pas épinglé l'aspect du mea culpa que j'ai évoqué. Le mea culpa, c'est reconnaître effectivement que nous avons failli. Toute une génération, et surtout celle à laquelle appartient mon cher aîné, et celle appartient donc la plupart de ceux qui sont aujourd'hui les ténors de notre classe politique. Et moi, parfois, j'ai dit, bon, ce ne serait pas un conflit générationnel, mais s'il nous faut, par un débat d'intellection, de contradiction, nous le dire, il faut que nous puissions le dire. Est-ce qu'il suffit de dire qu'il faut qu'on fasse la guerre pour la terminer, que nous pourrons le faire? Est-ce qu'il faudrait que nous puissions affirmer qu'il y a parmi nous de jeunes courageux, fougueux, seraient-ils, pour qu'on le lance à un front de guerre et que ces derniers tombent par des centaines, par des milliers, armes à la main, pour dire que nous sommes capables de faire la guerre? Mais moi, je vous dirais carrément que c'est non. Ce serait envoyer de jeunes gens, recrutés dans des conditions hâtives, formés dans des conditions le moins adaptées, les moins modernisées, et mal équipés, et les envoyer pour se faire tuer. On ne décourage pas. Se faire tuer ou défendre? Laissez-moi, ce sont mes opinions, je crois que je vais bien les éclairer. Ils font la guerre, bien sûr. Faire la guerre de nos jours ne suffit pas à tenir le Kalachnikov, avoir quelques chargeurs et commencer à tirer dans tous les sens. Il a bien parlé de la chaîne de commandement. Cela nous renvoie ici que faire la guerre ne se limite pas seulement à la chaîne de commandement. Faire la guerre, c'est aussi partir de la base, qui est donc l'existence de l'État. Parce que l'État a ses moyens de puissance, a ses moyens de sécurité. Cela évoque donc l'armée, la police, le service des renseignements. Et avec le service des renseignements, c'est même anticipé en termes de contre-espionnage par rapport à ce qui peut venir des menaces extérieures, de complots lointains. Et s'il faut affirmer que nous avons les moyens, il faut se dire que nous n'avons pas que le moyen d'envoyer les jeunes gens dans une formation rapide, les embarquer dans des camionnettes, et pour démontrer que nous avons une montée en puissance. Il faudrait donc s'assurer que nous avons l'armée reconstruite, nous avons une police professionnalisée, nous avons des équipements, et en même temps, nous avons aussi des services de renseignement capables d'anticiper et de dissuader toute menace extérieure. Et à ces niveaux, je ne vais pas aller très loin, je parle de 6 années, parce qu'il faut donc, lorsqu'on prend le pouvoir, que l'on puisse évaluer la situation sécuritaire du pays. Parce que le président Tshisekedi la trouve au niveau où il l'a trouvé, avec les bilans du régime Kabila, qui s'est dit avoir désarmé ou défait certains groupes armés, et que les avoir réduits. C'est aussi un échec pour le régime Kabila, parce que si c'était un régime responsable, la classe politique, il a accompagné avec lui, donc je ne vois pas Kabila, je vois les autres alliés,
Il devrait donc mettre un terme à cette histoire de groupes armés parce qu'on devrait refonder un État. Et dans un État sérieux, il n'y a pas de belligérants, il n'y a pas de voyous dans un coin qui détiennent les armes, il n'y a pas des seigneurs de guerre qui font la loi dans des localités et qui défient l'armée et la police. Nous ne sommes pas en train de parler du sérieux. Le sérieux, c'est par rapport aux animateurs. Je crois que nous convergeons là-dessus. Mais nous parlons ici du mea culpa collectif de la classe politique, de la classe dirigeante qui n'a pas su assurer la refondation de l'État parce que notre État a connu une déliquescence, mais qui s'est détériorée, comme je l'ai dit, avec les 6 dernières années. Cela veut dire ici que, parlant de la guerre, cette classe politique actuelle, je vais aller de manière pratique. Improductive. Je ne vais pas rester dans une analogie incertaine et non précise. Je voudrais vous donner des indicateurs. Prenons le cas des accords militaires. Aujourd'hui, nous avons des partenaires qui, à la fois comme la France, nous accompagnent dans la formation des officiers, dans la formation de nos forces armées, mais qui sont en même temps membres de l'Union européenne. Et cette Union européenne qui a des accords, des privilèges en termes d'armement, en termes des accords stratégiques avec des pays agresseurs comme le Rwanda. Et qui alloue même, en termes de budget, des millions d'euros pour soutenir le Rwanda dans ce domaine, alors que chez nous, ils ne soutiennent pas. À ce seuil-là, il faut le considérer. Au-delà de tout ça, le régime Tshisekedi a signé des accords, notamment notre adhésion à l'EAC. Et cela a été donc... A signé des accords? Je pars d'abord de l'adhésion à l'EAC avant d'aller dans les accords. Et là, je vous parlerai des accords tout à fait clairs. Il y a des accords bilatéraux entre nous et l'Ouganda qui aujourd'hui ont engagé de grandes conséquences. Je vais y arriver. L'adhésion à l'EAC, et parmi les termes dans cette adhésion, ou carrément la charte de l'EAC, a permis que certains pays de l'EAC puissent envoyer sur notre territoire une mission armée. Et cette mission était au départ donc appelée à dissuader l'avancée des groupes armés. Et selon les déclarations du président Tshisekedi en personne, il avait dit, dès l'arrivée des troupes EAC, on ne parlera plus de groupes armés. Et surtout, en l'occurrence, les M23. On a engagé le processus de Nairobi. Après, il y a un processus de Luanda. Mais vous allez comprendre que c'est l'axe où on a déployé la force EAC qu'aujourd'hui les rebelles ont conquis les terrains. Parce que déjà avec la force EAC, nos autorités politico-militaires ne pouvaient pas accéder et ne contrôlaient pas les zones que certaines autorités de l'EAC... Une mauvaise option. Une mauvaise option. Elle a été suicidaire. Là où il y a du prix, je crois que c'est au chef de l'État et à son système le plus restreint de réaliser. Mais je relève de manière précise ce que nous avons connu comme fissure dans notre démarche. Et donc, avec la force EAC, nous avons laissé entrer sur notre territoire de manière officielle. Je ne veux pas marteler sur la procédure irrégulière, hein, parce qu'il y a le Parlement qui n'a pas été impliqué de manière régulière. Et donc, cette armée multinationale EAC est arrivée et a préparé les terrains pour la montée en puissance de M23, RDF. Et aujourd'hui, nous avons perdu de grandes villes et de grandes localités. Et malheureusement, il y avait aussi l'Ouganda, avec lequel on avait des accords bilatéraux, et que les forces ougandaises étaient sur notre territoire, soi-disant venir nous assister pour ça. L'Ouganda n'a pas servi. Il y a eu récemment le Burundi. Et vous avez vu qu'à la chute de Goma-Bukavu, les forces burundaises ont plié bagages et ne se sont pas battues. Il y a eu des mercenaires roumains qui étaient là, qui étaient copieusement soignés, entretenus, bien équipés plus que nos FARDC, qui sont plus tombés, qui n'ont pas assumé les responsabilités, qui n'ont pas fait la guerre et ils se sont rendus. Cela démontre ici de manière pratique que les options sur ce plan, à la fois politique et militaire, ont été les plus néfastes et les conséquences, nous les vivons aujourd'hui. Je vais citer pour vous dire que l'Ouganda hier, qui était censé être notre accord, notre partenaire hein, dans la lutte contre les groupes armés, s'est décidé de défoncer notre frontière et désormais le fils de Museveni, qui est d'ailleurs le général de guerre, qui contrôle les armées, il a bien dit qu'ils sont là, ils se sont déployés pour contrôler les frontières donc, à ces niveaux-là. Donc, nous devons reconnaître
nos irresponsabilités, mais aussi les mauvaises options engagées qui aujourd'hui ont plongé les pays dans la crise sécuritaire la plus désastreuse et celle qui a coûté le sang et qui nous a coûté le déshonneur au niveau international. Merci Maître Jusla Mwangi, je précise conseiller dans le parti de Jamar Kabunda, conseiller national dans le parti de Jamar Kabunda. Alors, messieurs les coordonnateurs, avant de parler de la question diplomatique, à m'entendre Maître Jusla parler, j'ai l'impression que le régime Tshisekedi avait pris de mauvaises options. Aujourd'hui, les pays paient cash parce qu'il n'y a pas eu la vigilance ou l'ingéniosité pour éviter les pires à la RDC. Bon, écoutez, moi je crois que mettre un problème d'appréciation. Okay. Oui. Nous sommes dans un conflit qui remonte à 30 ans. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs implications. Mais chaque régime a ses responsabilités, il ne faut pas être trop nostalgique. Le régime Tshisekedi, moi je suis l'évolution aussi bien en interne qu'à l'externe du pays depuis le temps de M. Mobutu. Lorsque l'AFDEL arrive ici, on a eu à en parler, ce plateau, je ne peux plus répéter sur ça, on connaît les conditions qui ont prévalu pour que l'AFDEL vienne ici, et la mission première, ou l'intention première, et une fois que Mouzé s'est ressaisi, et malheureusement ça a entraîné sa mort. Et c'est lui qui l'a remplacé, fils entre guillemets, a opéré un virage à 90 degrés. Et il a entraîné le pays vers ce qu'on a appelé ici des accords de tout genre, et qui ont conduit à l'infiltration, les brassages et tout, infiltrer tout, même l'espace politique. Et Kagame l'a reconnu qu'on ne pouvait pas, personne ne pouvait occuper une responsabilité au plus haut sommet de l'État sans son aval. C'est-à-dire que c'est Kagame qui dirigeait. Et nous sommes retrouvés au fond du gouffre. Cela a mis 18 ans de descente en enfer avec M. Kabila. Tshisekedi récupère un pays dans un contexte où Kabila a le contrôle de tout. Lui, il arrive et on lui prive. Pourquoi? Parce que dans ce pays, connaissant bien l'histoire et la maîtrisant, le plus grand parti, c'était l'UDPS ici. Et tous les sondages indiquaient dans un scrutin au primaire, disons, dans un scrutin unique, tout indiquait que l'UDPS était en avance, largement sur les autres. Voilà qu'en dernière minute, on nous sort un larron, et on dit que c'est celui-là qui aurait gagné les élections, mais avec un seul député. Et Tshisekedi gagne les élections, on lui prive la majorité au Parlement. Et cela fait qu'il est obligé de composer avec ceux qu'il a trouvés. On les conditionne pour ça. Lui, même personnellement, je n'étais pas d'accord qu'il puisse composer, mais j'ai regardé d'un côté, nous risquions de verser dans la guerre. Donc la guerre allait éclater. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? En stratégie, il y a 3 cas de figure. Le premier cas, c'est l'adaptation. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation où vous avez un objectif à atteindre, oui, vous avez vos limites de possibilités ou de capacités, et sur le chemin que vous devez parcourir ou arborer, il y a des obstacles. N'étant pas suffisamment capable pour casser ces obstacles, vous devez les éviter. Les éviter en vous adaptant à la réalité sur le terrain. C'est ainsi qu'il y a eu la coalition FCC-CACH. Moi, je pense que cette coalition, d'entrée des jeux,
fut bénéfique pour préserver le pays de la guerre qui menaçait, parce qu'il y avait une très forte tension. Mais une fois après, il fallait penser à autre chose. L'évolution des choses, les choses ont évolué vers un blocage. Pourquoi? Parce que le camp Kabila se disait, écoutez, nous avons réussi à l'entraîner dans une coalition, mais notre objectif, c'est de récupérer le pouvoir. Ça, c'était légitime dans leur matrice stratégique. Mais sans compter sur l'intégrité de Tshisekedi, qui, en analysant les cartes, il a compris que maintenant, là, il était temps qu'il passe à un autre cas de figure, qui se trouve être la complémentarité. Il est sorti de cette coalition FCC-CACH pour chercher d'autres forces qui n'étaient pas dans la coalition FCC-CACH. Ces forces-là qui sont arrivées, j'ai vu ensemble, j'ai vu le MLC avec le président Japet Bemba, j'ai vu d'autres forces qui sont entrées. Ça lui a permis de rebondir, d'aller vers le cap. Et il a bien évolué, malgré que d'autres se sont retirés, mais il était dans le bon, bien sûr avec l'accompagnement du peuple. Et lorsqu'il a senti que de ce côté-là, il y avait encore des difficultés ou des atermoiements, il a opéré le troisième cas de figure qui se trouve être le retournement. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti capable de casser maintenant. Et il a cassé les obstacles et il a entrepris ce que nous appelons le déboulonnement. On ne peut pas parler de déboulonnement si il n'y avait pas à déboulonner. Et c'est ce travail-là qui doit continuer. Est-ce que ce déboulonnement est imaginaire ou le pays bénéficie de ces déboulonnements? Parce que Kabila lui a laissé le pays entier aujourd'hui. Il n'est pas imaginaire. Nous avons les gens qui sont à l'Est, Goma et autres. Donc, quand Maître Justin dit, c'est les mauvaises options que vous Kabila avez a laissé un pays miné. Mais avec un Goma, pays miné avec Goma et Bukavu. Aujourd'hui, avec Goma et Bukavu exploité par les Rwandais. Avec Minembwe installé comme, c'est pas territoire ou quoi là. Et c'était un cheminement vers un objectif ou la création de l'Empire Imatuti, qui était très avancé. Et l'infiltration de notre armée continuait. Et il fallait y mettre fin et sortir le pays de là. Et c'est ainsi qu'il a entrepris le déboulonnement. Ce n'est pas un déboulonnement imaginaire. C'est un déboulonnement réel qui existe. Est-ce qu'il y a l'avancée aujourd'hui? Beaucoup, même suffisamment. Parce qu'il a d'abord remis le pays sur les rails. Et ce n'était pas facile. Selon l'IDPS? Parce que les opposants pensent que le pays n'est pas moi, je pense qu'en tant que société civile... Il y a les 6 ans de détresse. Vous dites qu'il a réglé 6 ans de détresse, 6 ans de détresse, des problèmes. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous avons des tensions un peu partout. Les pays risquent d'être balkanisés parce que vous, les régimes, vous avez pris des mauvaises options. Si vous dites qu'il a remis les pays en rail, est-ce que vous avez les éléments je risque d'être très déçu. Qui prouvent que le président Tshisekedi a remis les pays en rail? Je risque d'être très déçu, pour ne pas dire désappointé, que cela vienne de mon jeune frère, du parti de Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound, qui est de l'UDPS, qui a beaucoup œuvré à l'UDPS et qui porte réellement la responsabilité. Aujourd'hui, il ne peut pas se retirer de là. Alors, je voudrais dire qu'il y a un travail qui devait être fait. Nous, société civile, nous voyons, nous suivions de près ce qui est en train de se passer. Et nous insistions toujours qu'il fallait retirer le pays de la direction ou du cap qu'il avait pour le placer sur un autre cap. Merci. Et ce travail-là ne peut pas se faire en un seul jour. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Kagame revendique, il brandit des accords, il brandit des choses qui ont été faites sous le dos de la population, que nous, on ignore, que nos assemblées, nos institutions comme le Parlement, le Sénat, n'ont jamais vu ces accords-là. On leur dit qu'il y a des accords qui ont été signés avec Kabila.
Donc c'est un jeu qui se jouait entre eux, c'est-à-dire Kagame, Kabila, c'est le même Gouverner, c'est prévoir. Oui. Bon. Gouverner, c'est Mais prévoir. Quand on tu vois, fait ce passation, stade, si vous Kagame voulez, le dit clairement. Quand il Oui. y a passation de pouvoir, Oui. il y a les changements des dossiers. Il ne faut pas me dire que quand Kabila est sorti, il n'avait pas laissé tous les dossiers entre les mains du président Tshisekedi, parce que les images existent. Si vous dites que vous ne maîtrisez pas, j'ai l'impression que, comme ceux qui pensent que le régime Tshisekedi est venu faire des stages au sommet du pouvoir. En tout cas, quand il y a eu passation de pouvoir, je ne pense pas que Kabila a remis au président Tshisekedi le dossier de 60 millions que le pays devait remettre chaque fois à Kagame. Que Kagame revendique des dossiers de 60 millions que le pays, la RDC, devait remettre, envoyer chaque mois au Rwanda pour, comme, je ne sais pas, effort de guerre ou pour avoir participé à chasser M. Mobutu. Je ne pense pas qu'il lui avait remis le dossier de l'exploitation de nos minéraux à l'Est là-bas pour dire voilà les minéraux ici que nous exploitons. Bon, ce dossier-là, moi, Kabila, je suis d'accord, on a signé des accords, ainsi de suite. Même s'il l'aurait remis. Même s'il l'aurait remis. Est-ce qu'il fallait qu'il respecte ça? Non. C'est parce qu'il a refusé de respecter, parce qu'il a décidé de déboulonner. À l'avantage de qui? À l'avantage de nous, peuples. Merci. Ouais. Alors, Maître Ghislain Mwangi, s'il y a les arriérés, vous pouvez les payer, mais j'aimerais que nous puissions prendre la deuxième question, parce que la thématique est laquelle approche durable pour une paix à l'Est. Il y a l'approche de la guerre, et j'ai vu que vous n'êtes pas mis d'accord par rapport à cette question. Et prenons la question de la diplomatie aujourd'hui. Le régime nous dit il y a une diplomatie agissante sur le plan international. La RDC est en train de gagner des pions. Est-ce qu'il y a les retombées de ces diplomaties? Vous êtes de l'opposition. Merci, on parlera de la diplomatie et j'aimerais bien l'aborder parce que nous l'avons toujours remise en cause au niveau de l'Alliance pour le changement. Personnellement, dans toutes les sorties médiatiques, j'ai toujours eu à alerter sur les choix dans le domaine de la coopération, sur la démarche dans le domaine de la diplomatie. Et aujourd'hui, la réalité a donné raison à tout ce que l'Alliance pour le changement, commençant par le président Jean-Marc Kabound, a relevé lors de son point de presse du 18 juillet, ce que nous, en tant que parti politique, avons eu à donner comme position à chaque échéance politique en ce qui concerne ce domaine. Donc, on va y revenir. Okay. Et il faudrait que nous puissions faire des ajustements raisonnables avec le coordonnateur Goy. Lorsqu'il parle de Jean-Marc Kabound aujourd'hui, il dit qu'il est de l'IDPS. Il ne peut pas se dédouaner. Il a une part de responsabilité. C'est un acteur majeur. Je suis d'accord dans l'aspect historique. Mais lorsqu'il voudrait conjuguer au présent, il se pose un sérieux problème. Cher aîné, nous sommes en 2025 et c'est depuis avril 2022 que l'honorable Jean-Marc Kabound a lancé une nouvelle offre politique, un nouveau parti, l'Alliance pour le changement, dont nous sommes des cadres, et après quoi il a été persécuté, chargé politiquement, jugé politiquement et condamné selon que les officines politiques du régime en place l'avaient souhaité. Je ne nous épargne de ces scénarios parce que ce n'est pas les débats à l'ordre du jour. L'opinion a été suffisamment éclairée quant à ceux. Mais par rapport à ce qu'il a dit, oui, Jean-Marc Kabound était de l'IDPS. Oui, il avait une responsabilité. Dans son narratif, il s'est suffisamment écarté du débat. Parce que nous avons quitté le débat sur la guerre, les options donc engagées par le pouvoir, ou carrément les solutions que nous pouvons envisager pour parler de l'histoire post-alternance, ou même de l'histoire de la transition, ou plutôt de la passation de pouvoir de 2019. Mais s'il faut y revenir, il faut un narratif correct. Monsieur le coordonnateur, parce que vous avez évoqué la responsabilité de Jean-Marc Kabound, président donc AI de l'UDPS. C'est juste une parenthèse. Mais voilà pourquoi cette parenthèse a été dite ensemble avec nous. Permettons-nous de corriger, rectifier. Parce que il a bien dit que la coalition
a été engagé. Peu importe le péripétie, les dessous des cartes du processus électoral qui a résulté du président Tshisekedi, président élu, du prétendu président élu Martin Fayulu avec un parlementaire, un député, et de la majorité du FCC, qu'il faut donc considérer comme étant une majorité voulue parce qu'il y a eu cette constellation de partis et des regroupements politiques au sein d'une méga plateforme. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où le génie politique de Jean-Marc Abound doit être reconnu. Lorsque la coalition cache FCC a posé de problème, parce que les alliés se sont méfiés à la suite de chaque action menée, chaque échéance politique, les alliés se sont détestés, contestés, et que la crise devenait persistante à tel point d'empêcher les chefs de l'État d'ordonnancer comme il fallait la vie de l'État, il fallait lever une option politique. Dans les coulisses, il faut qu'on admette qu'il fallait choisir entre la dissolution de l'Assemblée nationale et la réqualification de la majorité. Et la formule était très peu perçue par certains. Et Jean-Marc Abound est parmi les rares à avoir perçu la formule, on s'assume. La coalition posait de problème, mais nous avons compris que sur le plan juridique, le Front commun pour le Congo n'était pas un parti politique ou un regroupement politique ayant sur sa liste une majorité. Ce sont donc des partis politiques et des regroupements politiques qui ont une reconnaissance juridique, qui se sont décidés à des échéances politiques à mener de nouvelles négociations et de choisir d'appartenir au camp présidentiel. C'est ce qui se passe dans toutes les démocraties. Il n'y a pas eu de débauchage. Il n'y a pas eu quoi que ce soit qui pourrait être mal interprété. Il y a eu un mouvement de formation politique reconnu légalement dans notre pays avec les parlementaires qui ont reconstitué une nouvelle majorité, celle qui était recrutée, organisée par l'honorable Jean-Marc Abound, et il a amené auprès du président Tshisekedi, et nous avons ensemble avec lui lancé l'Union sacrée. Mais c'était dans le but de ce qu'a dit le coordonnateur Ngoï, dans le but de permettre au président Tshisekedi d'engager une nouvelle tactique de gouvernance. Mais malheureusement, malheureusement, si vous le permettez, je pourrais admettre toute contestation, ça dépend, ce sera des avis singuliers, considérons la mienne aussi comme une opinion singulière. Mais moi, je vous l'ai dit parce que je relève de Jean-Marc Abound et je suis un dépositaire des explications par rapport aux tractations politiques menées à l'époque. Alors, je vous l'ai dit que c'est maintenant au niveau des ordonnances du chef de l'État, c'est maintenant au niveau de la gouvernance du pays que nous avons eu les résultats, les détournements des deniers publics, de la gabegie, de la mégestion, de la mauvaise gouvernance, des tâtonnements, des essais-erreurs, à tel point qu'après la dissolution de la coalition FCC-Cash, il s'avère être des mauvaises voies de vouloir charger Kabila à des 18 ans précédents, de vouloir charger ou certains alliés ou le groupe armé. Je peux vous dire, le président Tshisekedi a été aussi avec Kagame comme Kabila. Le président Tshisekedi, il y a des archives vidéo, a lui-même vanté des accords de coopération en termes de traitement ou des raffinements de minéraux, de l'or notamment. Il y a des archives entre Kinshasa et Kigali, et je crois que c'était des options engagées par le pouvoir. Et que si ces options en termes d'accord commercial ont aujourd'hui dégénéré, que nous sommes arrivés à des conflits armés à tel point que le Rwanda devienne le soutien ou nous livre la guerre à travers des supplétifs, il faut aussi qu'on s'assume que c'était des mauvaises options. Ce qu'il faut dire maintenant, cher Delphin Kassogo, cette pratique de vouloir accuser les autres, ça dénote clairement les responsabilités dont j'ai parlé ici. Le président Tshisekedi a signé des ordonnances pour de mise en place au sein de l'armée, au sein de la police, dans l'appareil judiciaire. Il a nommé des administrateurs de territoire. Avec l'Union sacrée, il y a eu de nouvelles élections de gouverneurs de province. On ne peut pas vouloir être assez méchant ou assez malin pour refuser
d'assumer des responsabilités, des mauvais choix politiques. Donc, la question de la diplomatie. L'échec. Est-ce qu'on ne peut pas revenir à la diplomatie? L'échec. Je donne un peu des éclaircissements. Comme j'ai été patient, je crois que je serai patient qu'il me réponde, mais je voudrais terminer, permettez. L'échec ou les conséquences néfastes que nous vivons aujourd'hui relèvent des mauvaises options politiques. En termes de diplomatie, là je vais être plus bref. On nous a chanté la diplomatie agissante. Plusieurs villégiatures. Le président Tshisekedi a dit lui-même dans une sortie médiatique qu'il est parti partout dans le monde. Il a vu tous les dirigeants du monde. Selon lui, pour trouver des solutions, on ne le refuse pas. Mais quels sont les résultats sur terrain? Lorsque l'on arrive à l'IAC, on se retrouve encerclé par les pays de l'Est qui décident en faveur du Rwanda. Lorsqu'on a les partenaires de l'Union européenne qui prennent des résolutions qui défavorisent la RDC, qui font des déclarations condamnant soit des groupes armés, des groupes rebelles, qui prennent des sanctions, mais qui continuent à favoriser le Rwanda à travers des accords, à travers des financements. Je pense que le villégiature, dite diplomatie agissante, les navettes entre Kinshasa, New York, Genève, Bruxelles, Paris n'ont pas produit des fruits et je crois qu'on a perdu l'essentiel. L'essentiel, comme je l'ai dit, il fallait travailler sur la refondation de l'État. Vous savez, si le président Tshisekedi, le régime Tshisekedi s'était impliqué dans la refondation de l'État et qu'on avait une armée nationaliste, ou qu'on avait une police professionnelle, des services de renseignement, des services d'immigration, l'administration réformée, parce que le doyen Christopher Ngoy est là, il a travaillé, il a l'expérience, il pouvait, bien qu'il se déclare de la société civile, mais PCA, donc nommé sur ordonnance du chef de l'État, on se demande par quelle formule, il devrait aider, peut-être dans ce qu'il fallait faire au niveau de l'administration, dans d'autres domaines dont il a l'expérience. Je dois donc reconnaître sa dextérité dans ces domaines. Et donc, je me dis qu'il faut s'assumer. Même s'il va répliquer, il faut qu'il y ait une responsabilité. Parler à tort, parler pour se dédouaner, chercher à blanchir le régime Tshisekedi ou le président de la République ne fera pas de vous le bon défenseur. Mais quelque part, il y a aussi des capacités à surmonter nos faiblesses lorsque nous savons aussi reconnaître nos défauts, nos faiblesses. Merci. Maître Jusla, moi je suis conseiller national de l'Alliance pour les changements de Jean-Marc Kaboun. Je vous ai donné suffisamment de temps, je vais également donner le temps. Autant qu'au doyen, il a toujours suffisamment du temps. Monsieur le PCA, coordonnateur de la société civile, vous pouvez répondre, mais il y a la question de la diplomatie. Est-ce la diplomatie du régime Tshisekedi? C'est une diplomatie de façade, il n'y a pas de fruits. Je vais y revenir. Okay. Mais je suis content d'avoir un jeune quand même devant moi. Ça me fait grandement plaisir. Mais je voudrais dire à Maître Alain. Hein? Maître Ghislain. Maître Ghislain. Je préfère bien Moinji. 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 Maître Moinji. Voilà. Oui. Marc Kaboun fait partie des jeunes que nous avons façonnés. OK? Et il s'est confié beaucoup à moi. Je me rappelle que lorsqu'il y a eu la coalition FCC-CACH, nous, société civile, nous avons dit au président, allez-y, mais nous n'avons pas confiance en ces gens ici. Et à un certain moment, ça a commencé à mal marcher. Nous nous sommes dit, voilà. D'abord, d'entrée des jeux, c'est une première pétition demandant au président Félix, lors de la formation du gouvernement, de ne pas nommer des gens accusés de violation des droits humains, des crimes économiques. Cette pétition a récolté beaucoup de signatures. Nous sommes allés la lui remettre par le truchement de celui qui était son directeur de cabinet, camarade Vital Kamere. Et il avait beaucoup apprécié. Et il s'en est servi. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu mettre dans son gouvernement en leur disant non, il y a cette pétition-là. Je ne voudrais pas avoir. Et lorsque, après avoir fondé son gouvernement, ils ont évolué, à un certain moment, nous avons dit qu'il faudrait maintenant mettre fin à la coalition FCC-CACH. Nous avons entrepris une autre pétition. La pétition, c'est un travail de terrain.
sommes descendus sur terrain à plusieurs endroits. Et là, on m'appelle un jour, non, je me rappelle que nous arrivons à Lemba. On trouve une base de l'UDPS qui me disent non, écoutez, nous, on nous a donné l'instruction par la hiérarchie du parti de ne pas signer cette pétition. Ça me dit, ah bon? Comment expliquer ça? Ok, ce n'est pas un problème. Nous sommes société civile, nous continuons notre travail. Jusqu'au jour où j'entends du haut de la tribune, lors d'une matinée politique, Jean-Marc Abound en train de dire ceci. Il y a des gens qui disent que ce sont nos amis. Là, il parlait de nous, la société civile. Mais qui, matin, midi et soir, sont en train d'insulter nos partenaires qui sont avec nous dans la coalition FCC Cash. Alors, cette pétition-là, il ne faut pas la signer, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ok. Ça, c'est Jean-Marc Abound. Moi, je l'ai appelé. Je lui ai demandé, est-ce que vous ne comprenez pas que là, vous êtes en train d'aller vers un mur et qu'il faut quitter cette coalition-là. Il m'a donné des explications, mais on s'est arrêté à ce niveau-là. Il s'est passé un temps, on ne communiquait plus, mais nous avons continué avec la pétition jusqu'à récolter plus de 117 000 signatures. Nous avons exigé, dans cette pétition, nous exigeons la fin de la coalition FCC-Cash, nous exigeons la dissolution de l'Assemblée, donc de l'Assemblée nationale, qu'on nous renvoie ces députés-là pour qu'on puisse être en mesure, à travers les élections, d'envoyer des députés qui seraient en phase avec nous, l'électorat, avec le président de la République. C'est cette action-là qui a fait que les députés ont vu que la pétition, donc c'était toutes les rues, ainsi de suite, ils se sont vus laminer. C'est alors qu'ils vont voir Jean-Marc Abound pour lui dire non, voilà, nous ne sommes pas accompagnés du président, mais qui ne dissolve pas l'Assemblée nationale. Nous sommes prêts à l'accompagner. Donc c'est une action qui est venue de quelque part. Et également, un soir, Jean-Marc Abound m'appelle. Il me dit, cher René, est-ce qu'on peut se voir? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, je viens chez vous. Je suis allé chez lui, il m'a reçu. Nous étions à deux. Il m'a dit, hier soir, nous étions autour du président, mais il nous a dit, mais nous sommes en train d'aller vers un mur. Plus question de la coalition FCC-Cash. J'ai compris ce que vous êtes en train de faire et de dire là. Ça, c'est Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound, nous sommes avec lui dans sa maison, je parle devant la télévision. C'est mon petit. C'est mon petit Yakati. Yakati. Alors, c'est pour dire... et puis, voilà que... il me dit, est-ce que vous pouvez me donner la copie de cette pétition-là? Nous avons discuté même de ce qui est en train de se passer au Parlement là-bas, et tout ça, je lui ai dit, vous devez aussi initier une pétition pour... et ainsi de suite. Alors, vous verrez que l'idée même de faire la pétition est venue de nous. Voilà. Alors, là, c'est juste une parenthèse pour dire ceci. Pour dire ceci. Donc, est lié à ces débats. Je crois qu'on ne va pas la fermer sans que nous puissions confronter des versions. Parce il y a des questions qui je voudrais, nous continuons la diplomatie, la question de la diplomatie. Et vos apaisements, on va vous donner la parole. Rassurez-vous. J'allais demander ce frère que je le demande. On vous donne d'abord la parole. La diplomatie, aujourd'hui, elle n'est pas une question qui demande plus d'explications. Le peuple congolais est à ce mur pour en juger le résultat. Mais la question historique, parce que nous avons un débat qui s'est fait entre deux générations. Comme j'ai dit que ne pensez pas que c'est un conflit générationnel ou un procès d'une génération contre l'autre. Je ne suis pas en train de faire un procès contre votre génération. Oui. Mais s'il y a des vérités qu'il faut dire, vous les avez dites, votre pétition, mais n'oubliez pas, je ne veux pas révéler ici les secrets d'État, même si j'en détiens un peu. Mais au moins, dans les officines, lorsque le chef de l'État reçoit les dirigeants de son parti,
des décideurs de sa majorité ou du cash à l'époque. Je peux vous le dire qu'il n'y avait pas que l'option de votre pétition. Et ils viennent le dire, que le président Jean-Marc Kaboun, au départ, et même les archives de ces meetings existent, il n'a pas menti, il a dit la vérité, était sceptique face à une démarche qui visait la dissolution de la coalition. Pour quelle raison? Il semble qu'il était des mèches avec Delphin Kassongo n'embrouillait rien. Ça, c'est la sensibilité et la diabolisation qui est propre à ceux de l'UDPS. Okay. Et moi, je ne vais pas naviguer sur cette ligne-là. Je voudrais ici vous poser une question. Regardons le pays tel qu'il est aujourd'hui. Corneille Nangaa en guerre. De gouverneurs, anciens membres PRD, anciens membres AFDC, anciens membres tel parti. Même si, officiellement, le PPRD ne se reconnaît pas à travers la belligérance. Et même si d'autres acteurs disent qu'ils ne sont pas dans cette démarche. Est-ce que vous ne comprenez pas que la guerre que nous vivons aujourd'hui est la suite des options politiques les plus tyranniques engagées en ce qui concerne donc l'aspect démocratique par le pouvoir en place? Regardez, le doyen Christophe Ngoyi vient de dire que le président Kaboun était refusé. Il voulait que la coalition soit pérennisée. Parce que c'était à la fois un gage de la stabilité politique et ensuite, cela pouvait éviter que le pays puisse donc sombrer dans des crises et dans des frustrations. Et malgré cela, lorsque l'on a basculé de la majorité, lorsque le président Kaboun a dit « nous allons consulter », nous n'allons pas débaucher ou PPRD, mais nous allons peut-être consulter les partis et regroupements politiques du Front commun qui voudraient appartenir à une dynamique présidentielle. Parce que l'option que le doyen Christophe Ngoyi évoque, l'option de la dissolution, était une option suicidaire à l'époque. Vous savez, le président Tshisekedi n'avait pas les budgets pour recommencer les élections législatives. Avec quels moyens la société civile, soit-elle qu'ils engageaient, pouvait lui permettre et lui assurer une dissolution facile et une réorganisation des élections législatives dans toutes les conditions, en plus des zones qui étaient déjà sous contrôle des forces armées ou carrément des rebelles. Alors, cela veut dire que lorsque dans les officines, il y a eu les trois options, la dissolution, les nouvelles élections législatives et la requalification d'une majorité, le président Kaboun a œuvré pour qu'on puisse aller vers la requalification d'une majorité. Voilà pourquoi je vous dis qu'il est l'initiateur de l'Union sacrée, parce qu'il les a consultés. Laissez-moi rétablir la vérité. Je vais vous donner une archive. Allez au niveau des archives du Top Congo. On a posé au président Kaboun une question à l'époque, je pense que vous allez vous souvenir. On lui a demandé, vous refusez qu'il y ait coalition, vous refusez qu'il y ait non plus cohabitation. Qu'est-ce qu'il y aura? Et le président Kaboun avait dit, il n'y aura ni coalition ni cohabitation, mais il y aura la majorité présidentielle. Et c'est ce qui a été fait avec l'Union sacrée. Cependant, aujourd'hui, nous pouvons nous dire des vérités en face. La société civile a-t-elle aidé à l'époque? Il semble que la société civile a enfoncé la crise. La société civile, lorsque nous avons décidé de faire l'opposition, lorsque nous avons déclaré la rupture avec le président Tshisekedi, parce qu'on avait jugé que sa politique n'était pas rassurante et engageait le pays sur une voie qui tendait vers le vrai mur, que la société civile n'a pas vu, parce que jusqu'à présent, il est en train de louer et d'encourager, alors que nous sommes en train d'aller dans le vrai mur et nous sommes en train de plonger dans l'enfer. Je voudrais ici vous dire que le président Tshisekedi n'a pas commis un péché quand il a requalifié la majorité. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas une erreur politique. Mais les plus graves erreurs politiques ont été commises lorsque nous sommes partis pour un nouveau processus électoral. Et le président Jean-Marc Kaboun l'a révélé, qu'il y avait déjà un plan pour que la majorité, ou carrément pour que le régime puisse se taper une majorité factice. Et cela a été exécuté. Il y a eu un plan pour exclure les acteurs politiques de l'opposition dans le processus électoral, notamment le président Kaboun qui s'était déclaré candidat à la présidentielle, notamment d'autres candidats, et les conditions, par exemple, la constitution du nouveau bureau de la CENI, le processus électoral, enrôlement, dépôt de candidature, tout ce qui a eu même répartition des sièges, n'ont pas permis à ce que le processus soit inclusif et que ces processus puissent avoir un lendemain paisible. Merci. Et donc je vous dis que la société civile doit avouer qu'il y a une responsabilité. Merci, maître. Et donc j'en appelle au mea culpa, je persiste. Merci. Il faut de mea culpa. Autant pour la classe politique, autant pour la société civile, qu'engage
d'une certaine façon. Merci, doyen. Maître Ghislain Mwangi, Merci conseiller beaucoup, national oui. de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound. C'est vrai, vous nous avez plongé un peu dans les passés. On comprend quand il y a une société civile, selon plusieurs... C'est un débat qui concerne notre pays, il n'y a pas de péché. Une société civile proche de l'UDPS. Vous êtes de l'opposition. Non, arrêtez ça. J'ai dit c'est long. Donc il faut dire union sacrée parce que J'ai dit c'est long. Écoutez, du chef de l'État. Et je crois qu'il y a un choix politique à Est-ce que je peux continuer? J'ai dit c'est long. C'est long. Certaines opinions. Christopher Ngoy, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Il est proche. Ils n'ont pas tort. Tu Ils dois n'ont pas tort. retirer. Ils n'ont pas tort. Tu dois retirer. Pourquoi? Parce que j'ai eu à faire... Je ne vais pas entrer dans la leçon didactique sur ce que c'est la société civile. J'ai répété plusieurs fois sur ton plateau. Est-ce que je peux... Apparemment, tu n'as pas intégré la leçon. Ce n'est pas moi, Alors, c'est- Vous êtes bénéficiaire au moins d'une ordonnance du chef de l'État. Maintenant, là, Je vous donne la je parole. voudrais... S'il vous plaît, est-ce que je peux vous redonner la parole? Parce que Maître Oui. Ghislain vient de dire vous êtes de la société civile, mais vous êtes bénéficiaire d'une ordonnance. Vous êtes Oui. resté actuel. Il y a plusieurs personnes dans la société civile qui n'ont pas bénéficié de cette ordonnance. Alors, Monsieur Christopher Ngoy, la question de la diplomatie, vous pouvez la ramasser. Déjà, Maître Ghislain a répondu, mais j'aimerais avancer avec la question du dialogue, parce que nous sommes à la fin. Schul et les autres pensent que le dialogue, c'est la seule voie pour sauver la République à un chaos déjà qui est sur la porte, devant la porte. Nous allons y arriver. De un, le président de la République nomme, surtout en ce qui concerne les mandataires non actifs, des personnalités qu'il estime à même de rendre service à la nation. Et il n'y a pas une interdiction quelque part. Mais vous êtes très nombreux. Pourquoi seulement Christopher Ngoy? Parce que vous avez fait un grand travail proche de vous. Peut-être on vous a récompensé. Mais je suis avec vous ici. Okay. Et les actions que j'ai menées là, et tout ça, donc, tous les grands rendez-vous dans ce pays, nous avons eu à les orienter. Okay. Ce n'est pas Jean-Marc qui me contredirait. Hein? Même vous. Tous les grands rendez-vous, nous avons eu. Hein? Et vous n'allez pas me dire que le poste de PCA à la CFM, c'est ce qui me conviendrait. Bon, mais nous œuvrons pour aider le pays à pouvoir avancer. Mais je voudrais dire à Maître Mwangi que je réitère que même son style, c'est du d'UDPS. OK? Vous aurez difficile à vous départir de ça. Parce que votre ADN. Même Jean-Marc, c'est l'UDPS. Non, Jean-Marc, c'est moi. Je le porte autant qu'il me porte. C'est l'UDPS. Vous suivez? Je crois que je l'ai beaucoup conseillé. À plusieurs fois, il s'est confié à moi. On a eu des réunions de fois à deux comme ça. On se retire quelque part, on parle. Et je pense que sa place est aux côtés de son frère, Félix Antoine Tshisekedi. Vous voulez les débaucher? Non. Moi, je suis société civile. Vous êtes parmi de... Je donne... Vous êtes parmi ceux qui souhaitent que dans les gouvernements de l'Union nationale, que Jean-Marc Kabound se retrouve? Pourquoi pas? Moi, je donne des conseils. OK? Je connais Jean-Marc, je connais Félix, je connais le parcours de tout un chacun. Je connais le fond de sa pensée. Je sculpte l'horizon. Retenez ce que j'ai dit là aujourd'hui. OK? Faire l'opposition de la manière dont vous le faites, redonnons-nous rendez-vous dans 6 mois. 6. OK? Mais, oui, ce que vous dites là, moi je parle des choses que j'ai vécues. Que ce soit en interne et tout ça, je suis le meilleur renseigné possible. Je suis le meilleur renseigné. Alors, Jean-Marc Kabound ne peut pas composer avec tous ces gens-là. Il ne peut pas composer avec eux, parce qu'ils ne sont pas de même nature. Dans 6 mois, on reviendra sur ce plateau et je vous dirai, voilà ce que je vous avais dit. Alors, pour ce qui concerne le dialogue, d'abord la diplomatie. La diplomatie, non, il est indéniable. Je vous ai dit qu'on était dans un processus. La stratégie est dynamique. C'est quand vous sortez, si vous devez arriver à l'UPEM. Vous arrivez à Kitambo, vous trouvez que la route est bouchée. Vous devez changer de direction. Vous allez étudier quelle autre direction je peux vous changer, vous aborder cette direction, et puis vous contournez. L'objectif, c'est d'arriver à l'UPEN. Je vous ai étalé ici 3 figures de style.
hésité en stratégie. Et Félix l'a bien appliqué à la lettre. On peut dire tout ce qu'on peut dire. C'est ce qui explique qu'il est parvenu à mettre les FCC par terre sans utiliser des armes. Et maintenant, là, pour déboucher sur la démocratie, il est en train de mettre Kagame par terre sans utiliser la toute-puissance de notre armée. Il est en train de le mettre par terre. Aujourd'hui, Kagame, qui était le chouchou de la communauté internationale, aux États-Unis, vous parlez de Kagame, on vous dit non, ça c'est la prunette de l'œil de l'Amérique. Mais aujourd'hui, on vous dit, écoutez, il doit quitter. Je vous l'ai dit dans une émission, je vous ai dit, il faut conjuguer Kagame au passé. Okay. Parce que tout ce que... Bon, c'est dans l'imaginaire des Congolais, qui continuent à penser qu'il est toujours extraordinaire, il est toujours puissant. Mais non, il fallait le conjuguer au passé, c'est en train de se révéler. Votre diplomatie n'a pas produit des fruits. Si nous voyons aujourd'hui... Aujourd'hui, en Afrique, il n'y a pas une diplomatie aussi percutante que celle de la RDC en ce moment. Okay. Même à travers le monde. Même à travers le monde. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Trump a des éloges sur les. Mais pourquoi il n'y a pas de sanctions? Pourquoi on n'agit pas? Apparemment, c'est comme s'il y a de la poudre. Cher ami, des sanctions sont en train de tomber. Dem Kabaré est frappé. Il y a Kagame bientôt sera frappé. Ce n'est pas des bonnes personnes. Il fallait Kagame sera frappé. Je vous ai dit sur un de vos plateaux que Kagame sera arrêté. Nanga sera arrêté. Et nous sommes en train d'y aller. Retenez ce que je vous dis là. Je ne parle pas. Et ça, c'est le fruit d'une démocratie et d'une diplomatie très percutante. Vous êtes un peu futuriste, les gens veulent le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est-à-dire? Vous êtes un peu futuriste. J'aime les pragmatismes. Écoute, tout ce que je vous ai dit, vous m'appelez prophète pourquoi? Tout ce que je vous ai dit, c'est réalisé. Okay. Et je viens vous dire des choses ici qui se réalisent. Merci. Je ne parle pas en l'air. Merci. Vous ne m'accordez pas suffisamment de temps. Le maître a besoin de beaucoup de temps. Voilà, je vais vous ok, allez-y, il n'y a pas de problème. Par rapport au dialogue. Maître, M. Christopher vient de vous prouver ici noir sur blanc que la meilleure diplomatie en Afrique, présentement, c'est la RDC. Je ne sais pas si elle est... Il n'y a pas deux, citez-moi une. Sur la troisième question, est-ce le dialogue, c'est la voie royale pour sortir la RDC de la crise? Je vais mettre des phrases sur la diplomatie. Je note que le coordonnateur Christopher Ngoy est dans une sorte d'autosatisfaction béate. Pas du tout, pas du tout. Il se contente de ce qui est du pouvoir. Et nous trouvons que parfois les acteurs du pouvoir ruminent un peu ces satisfactions-là. Ils pensent que oui, mais je vous parle des résultats. Et la deuxième phrase pour la diplomatie. Les derniers sommets SADC-IAC viennent de découcher, d'accoucher plutôt une résolution qui doit déployer à nouveau une nouvelle force multinationale et qui envisage octroyer à la ville de Goma et de Bukavu un statut spécial. C'est donc encore là la diplomatie dont se contente de se réjouir et de dire qu'elle est la plus performante de l'Afrique. Je vais vous répondre quand je vous dis que nous sommes aujourd'hui dans un processus qui tend vers. Si on se contente comme le fait le pouvoir, et même sa société civile, nous serons en train d'accompagner une balkanisation et de l'autre côté, nous serons dans une autosatisfaction béate, comme je l'ai dit. Alors, je vais passer cette question. En ce qui concerne le dialogue. 30 secondes, c'est le mot de la fin. Je vous ai dit que c'est parce que le régime Tshisekedi a choisi l'exclusion, a choisi de s'accaparer du pouvoir, d'organiser un processus électoral bâclé et de nous donner des résultats donc irréels et de s'accaparer de tout pouvoir en termes de processus démocratique et que certains de nos compatriotes aujourd'hui justifient leur belligérance et d'autres justifient leur exil et certains parlent même de leur ostracisation. Et donc, je crois qu'il s'inscrit dans l'ordre d'un certain snobisme. Toute la classe politique n'a pas raison. Tout le monde est mauvais, sauf le pouvoir en place et ceux qui l'accompagnent, comme le coordonnateur Christopher Ngoy. Sans un dialogue sérieux
en termes de processus inclusif, global, curatif et qui pourrait apporter des solutions définitives, le pouvoir en place, par d'ailleurs l'option d'une certaine possibilité de constituer ou de composer un gouvernement d'union nationale selon les appréhensions du chef de l'État et selon les exclusions qu'il va encore engager, ne seront que des solutions de façade et continueront à plonger le pays dans l'abîme. Je crois qu'il est temps que le pouvoir en place, autant que ceux qui l'accompagnent, comme la société civile, puisse se ressaisir. Il n'est pas encore tard s'il faut engager des solutions, qu'elles soient les plus inclusives et surtout les plus durables. Merci. Alors, M. Christophe, Voilà. votre mot de la Je voudrais, par rapport au dialogue. Vraiment, par rapport au dialogue, mais je voudrais revenir juste un petit mot sur la diplomatie. Aujourd'hui, même la France n'a pas le niveau de la diplomatie de la RDC. Vous allez voir la manière dont Macron a été rembrouillé par Trump. Vous allez voir quand Félix ira aux États-Unis, la manière dont il sera accueilli. Ce sera très différent. Retenez que, et je le répète, nous assistons à la reconfiguration à la configuration d'un nouvel ordre mondial. Si les gens qui continuent à s'appuyer sur des anciens repères, parce que ils vont aller de gauche à droite pour requérir, je ne sais pas, comme ils ont toujours fait, même tous ces opposants qui sont en orbite aujourd'hui, hein, ils vont se retrouver en l'air. Pourquoi? Parce que les choses sont en train de changer et beaucoup de portes seront fermées de ce côté-là. Quant au dialogue, lorsque un pays, beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a des amis qui m'appellent de l'extérieur. Comment votre pays est agressé? Mais vous trouvez des opposants qui vous disent que, non, écoutez, vous trouvez d'un côté l'église ou les églises, certaines églises, qui disent que non, ils vont organiser le dialogue, ils vont voir même vos ennemis, ceux qui vous agressent là, ils font les tournées et tout ça. Et ce sont des Congolais, mais ce n'est pas des Congolais. Oui, ils se comportent comme si c'était neutre. Sachez que dans un conflit où il y a un agresseur et une victime, si celui qui est quelqu'un s'érige comme juge et de surcroît il est congolais, c'est qu'il a choisi son camp. Il refuse de prendre parti pour son peuple ou son pays. Donc il a choisi son camp et on peut appeler ça trahison ou autre chose, je ne sais pas. Alors, lorsque, au niveau de la classe politique, aujourd'hui, si le Rwanda revenait encore comme il l'a fait en ayant au sommet de l'État un Joseph Kabila qui lui a tout donné. Et on voit des gens qui vont aller composer avec Joseph Kabila, qui vont composer, et pour faire revenir encore les mêmes au sommet de l'État, c'est-à-dire offrir encore le pays à Kagame, dont on connaît ses visées, mais c'est quand même grave. Et si c'est ce que votre génération va entreprendre, moi je vous dis tout de suite que vous allez taper à côté, vous allez amener le pays dans une perte définitive et totale. Merci. Et c'est pourquoi nous n'allons pas vous laisser le faire. Nous n'allons pas vous laisser le faire. Le dialogue, ce n'est pas une voie au moment où le pays est en guerre. Mais on connaît tous ces gens-là. Ils étaient ici, on les a chassés, on les a fait partir. Qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux? Retenez, vous êtes maître, vous êtes avocat. Lorsque il y a une option qui est levée au Conseil de sécurité des Nations Unies, coulée en résolution, cette résolution, elle a préséance par rapport à tout ce qui s'est fait de l'autre côté. C'est pourquoi ce qui s'est dit à Léa Sera, moi je rigole. C'est des gens qui veulent sauver leurs amis, Kagame et tout ça, on connaît la position. Merci. Mais du moment qu'il y a cette résolution-là, on s'accroche à ça et elle sera appliquée. Merci, Monsieur Christopher Ngoy. Je précise que vous êtes coordonnateur de la société civile. Coordonnateur général. Général Oui. de la société civile de la RDC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes également PCA de Savam. Et aussi de l'autre côté, les conseillers nationaux du parti de Jean-Marc Kabunda. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que le public était servi.
par rapport à ce que vous avez dégagé comme sagesse interne. Que les résolutions des Nations Unies ne construisent pas les États. Ils ne reconstruisent pas les États qu'on est en train de détruire. C'est notre responsabilité. Il faut aimer à culpa. Merci. Il faut aimer à Tout dépend de la manière dont on va les utiliser. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné. Je vois M. Piora avec son équipe également. Cette émission, vous allez suivre ça sur plus de 14 chaînes, la 10e Arrêt Télévision et tant d'autres BRT et autres. Et aussi sur nos chaînes YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. Et notre RDC est possible. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.